C'est toujours compliqué de passer après Samuel. Moi, je voulais parler un peu de quelque chose, un angle que j'avais déjà commencé à travailler lorsque j'avais publié pour la Fondapol en 2021, qui était un peu de comprendre la psychologie de cette génération qu'on côtoie, dans laquelle on vit, et même dans une psychologie qu'on forcément, étant de cette génération, on partage aussi un peu. Donc, je vais vous faire une introduction rapide et ensuite je vais vous parler de ce que j'appelle la génération santé mentale, qui est donc la nôtre. Après, de la notion de protectionnite, qui est cette addiction à la protection individuelle dont on souffre. Ensuite, de la culture de la victimisation ou l'institutionnalisation de la délation. Je vais vous expliquer comment les deux concepts sont reliés. Ensuite, je convoquerai Christopher Lasch, qui avait écrit La culture du narcissisme en 79. Parce qu'on lit l'ouvrage, on revérifie la date régulièrement, parce que ça paraît peu crédible. Et pour vous parler de ce que j'appelle l'inculture du narcissisme. Et enfin, on verra si on a le temps, de parler de société de surveillance et signalement de vertu. Donc on y va. Je ne sais pas si vous connaissez déjà le hashtag Men are trash. C'est un hashtag qu'on voit beaucoup dans la génération. Ça veut dire les hommes sont des déchets. Qui est assez répandu. Donc pour ceux qui pensent que c'est une demande d'égalité, ce féminisme-là, bon voilà. Il y avait je pourrais commencer par ça. Il y avait un dessin satirique très rigolo. On voyait deux féministes à une manifestation et une première qui a une pancarte Men égale trash. Et celle d'à côté qui a une pancarte Men égale woman. Si on poursuit la logique, on voit qu'il y a une contradiction. Voilà. On a fait plein de déductions de syllogisme avec Samuel, là vous en avez un joli. Donc pour tweeter Men are trash, il faut n'avoir connu que des hommes qui étaient des déchets. Si ce n'est pas une attaque ad hominem que de dire que celles qui affirment haïr tous les hommes ne peuvent entretenir de bonnes relations avec leur père, ce serait sans doute néanmoins inverser l'ordre de la causalité. Car il faut avoir eu un père bien défaillant avant d'arriver à de telles conclusions sur la gente masculine. Idem, pour croire que tout n'est que pouvoir, il faut être né dans une famille profondément manipulatrice et dysfonctionnelle. En d'autres termes, on pourrait renverser leur perspectivisme, ou plutôt l'appliquer de façon cohérente, en demandant à notre tour « D'où parles-tu, camarade ?» Une philosophie s'incarne toujours dans une génération et reflète les angoisses d'une époque. Il n'est pas possible de comprendre un mouvement intellectuel sans saisir également la mentalité de ceux qui le représentent, ainsi que leurs conditions sociales. La philosophie et la psychologie sont deux disciplines qui entretiennent toujours des liens étroits, et cela s'avère particulièrement vrai pour l'idéologie que nous analyserons ici. Cette dernière importe bien souvent ces concepts directement de ce champ voisin, usant régulièrement des termes trigger warning, safe space, autodiagnostic, microagression, sur lesquels nous reviendrons, tout en saisissant chaque occasion de déceler en soi un traumatisme. Bien que la tentation paraîtra parfois grande, notre but ici ne sera pas de réduire la philosophie woke à une piètre rationalisation de la psychologie d'une génération bouleversée. Nous ne chercherons pas non plus à absoudre certains courants intellectuels de leur responsabilité idéologique en brandissant les réseaux sociaux ou l'effritement du lien social comme unique cause du phénomène observé. Il s'agira plutôt d'admettre à la fois que les idées possèdent un réel rôle causal dans l'histoire, tout en soulignant qu'elles se nichent aussi dans des cerveaux ou contextes sociaux plus ou moins prédisposés à les apprécier. Lorsque l'on parle de psychologie, de sociologie et de philosophie, la causalité peut fonctionner dans tous les sens. Sociologiquement parlant, les classes sociales woke possèdent la spécificité paradoxale d'être à la fois extraordinairement privilégiées et désavantagées. Privilégiées d'un point de vue matériel d'abord, parmi les plus aisés de leur époque, au sein du siècle le plus confortable de tous les temps. Pour ces jeunes, les plats préparés de n'importe quel pays peuvent arriver à leur porte en un quart d'heure. La musique ainsi que les films du monde entier résident constamment à 2 clics de distance. Ils ne connaîtront pas la fin. Mais on ne vit pas que de pain. Les générations précédentes peuvent s'en vouloir de leur avoir laissé un monde aussi déstructuré, et donc déstructurant d'un point de vue psychologique. Tel est le profond désavantage de cette jeunesse. L'explosion du nombre de divorces, et ainsi l'effondrement de la famille, la domination du numérique, et ainsi la baisse du niveau de concentration, la chute de l'enseignement de l'histoire et de la géographie, et ainsi l'incapacité à se repérer dans le temps et dans l'espace, le règne des flux en tout genre, et ainsi une instabilité permanente, génère une crise de sens sans précédent. La question « que faire de ma vie ?» devient pour ces jeunes plus écrasante que jamais, même lorsqu'ils essayent désespérément de la noyer dans plus de confort ou de bruit. Matériellement gâtés, mais spirituellement sevrés, ils sortent parfois de leur cage dorée pour chercher une cause qui permettrait de donner du sens au chaos qui les entoure. Le contraste entre leur cocon et le monde externe s'avère alors frappant. Tel le protagoniste du récit de la caverne de Platon,
le premier contact avec la lumière n'est pas une partie de plaisir. Très vite, un consensus se dégage sur la bonne mentalité à adopter pour ambitionner une forme d'estime de soi tout en se donnant un rôle à jouer dans cet univers impitoyable. Moi, je sais que je suis bon, car moi, je sais que le monde est mauvais. Cette posture dissidente possède de nombreux avantages. Elle permet de se déresponsabiliser de ses échecs, les mettant sur le compte de la société, mais également de se mettre à distance de cette dernière, du système, entité floue et magnifique, aux forces aussi cernables qu'omnipotentes, tout en se trouvant une raison d'agir dans le monde, agir contre ce monde. Ce faisant, ces jeunes peuvent se respecter moralement et à relativement peu de frais. Qui pourrait leur en vouloir? À défaut de projet de société, ils font de la déconstruction de cette dernière leur projet. Alors, du coup, je vais vous parler de la génération santé mentale, qui est la nôtre, et pour moi, il est difficile de ne pas être saisi de compassion en analysant cette jeunesse, tant la prolifération récente de troubles mentaux en tout genre la lacère. Leur masse critique démontre que nous sommes là face à une puissante lame de fond, qui deviendra l'un des sujets majeurs des prochaines décennies, et ce, même en faisant abstraction de la question woke. Les chiffres s'avèrent éloquents. Les nombreux travaux du psychologue Jonathan Haidt, déjà cité, démontrent en détail l'impact des réseaux sociaux sur la jeune génération, et plus particulièrement sur les adolescentes. Selon lui, les filles qui vont très souvent sur les réseaux sociaux ont 2 à 3 fois plus de chances de se dire déprimées que celles qui ne les utilisent pas ou peu. Instagram, notamment, serait particulièrement nocif. En 2020, 25% des Américaines qui ont entre 12 et 17 ans ont connu un épisode dépressif majeur. Comme le note Haidt dans son article « The Dangerous Experiment on Teen Girls », je cite, « Certains ont affirmé que ces augmentations ne reflètent rien de plus que la propension accrue de la génération Z à divulguer ses problèmes de santé mentale. Mais les chercheurs ont constaté une augmentation correspondante des comportements mesurables tels que le suicide, pour les deux sexes, et les admissions aux urgences pour automutilation, pour les filles uniquement. Si les réseaux sociaux sont une cause première de cette tendance lourde, il n'y a a priori pas de raison que la jeunesse européenne y échappe. Les divers confinements et autres angoisses liées au Covid-19 ont encore accentué cette tendance. Par rapport à avant la crise, on constate une augmentation de 299% des tentatives de suicide chez les moins de 15 ans. 62% des 18-24 ans en Europe disent avoir eu des pensées suicidaires en 2022. Et pour moi, c'est une preuve que nos jeunes ne s'aiment manifestement pas tant que ça. Ceux qui connaissent nos IEP de province savent également que la phrase « je dois aller voir mon psy » est désormais extraordinairement répandue et banale. Je peux en témoigner. Voilà donc une des 2 caractéristiques principales de cette jeunesse. L'autre est son wokisme, quasiment absent chez les plus de 35 ans. On pourrait faire un sondage dans la salle. La question de savoir si les 2 s'articulent est particulièrement complexe et délicate. Y aurait-il un rapport? Si oui, lequel? Le wokisme serait-il une cause de cette pandémie de troubles mentaux, ou alors une de ses conséquences? Prenons les choses dans l'ordre en balayant d'emblée l'hypothèse selon laquelle ces 2 phénomènes seraient en rien liés. Les Disability Studies, études de handicap, incarnent en effet la synthèse chimiquement pure de ces 2 mondes, ce domaine regorgeant de théories philosophiques et de concepts intellectuels concernant le rapport de nos sociétés aux troubles mentaux. Et je me propose de noter un petit paradoxe dans le traitement de la question du handicap par le wokisme, qui est qu'il faut déstigmatiser la façon d'en parler. Parce que la santé mentale c'est pas grave, il faut en parler librement, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de honte. Moi, à Exeter, il y avait le slogan, le hashtag qu'on nous matraquait à longueur de journée, « It's okay not to be okay ». Et à l'inverse, par contre, tous les contradicteurs seront suffixés en phobe. C'est-à-dire que le phobique, c'est l'ennemi, c'est l'homophobe, etc. On pathologise la dissidence, et donc là, on mobilise en fait le champ de la santé mentale et de la psychologie pour attaquer son opposant. Mais par contre, lorsque soi-même on parle de sa santé mentale, là il faut décomplexer, là il y a aucune honte, c'est pas une insulte de dire, bref. Et pour qu'une discipline woke connaisse un certain succès, il lui faut une quantité non nulle de minorités qui correspondent au sujet en question. Pour le formuler autrement, l'accusation de validisme, c'est-à-dire qu'on accuse les gens d'être valides, l'inverse de handicapés, issue de ces études de handicap, n'aurait pu se répandre comme une traînée de poudre sans une quantité importante de jeunes qui se disaient déjà souffrir de troubles de handicap auparavant. De ce point de vue, on pourrait postuler que le wokisme n'arrive qu'après cette lame de fond et ne ferait que prospérer sur ce terreau. Dans le cas où cette hypothèse serait correcte, nous devrions assister à une croissance exponentielle de cette idéologie au sein de cette génération dans les prochaines années, au fur et à mesure que sa santé mentale se détériore davantage. Mais il est également possible que la causalité fonctionne simultanément dans l'autre sens. En effet, les Disability Studies, dans leur lutte contre le complexe médico-industriel, encouragent ses adhérents à s'auto-diagnostiquer plutôt que de passer par des médecins, avant d'en faire ensuite, culture de la victime oblige,
une identité à revendiquer contre le système qui les opprime. Or, comme le notent Pluckrose et Lindsay, qui ont beaucoup écrit sur ces questions, je cite, « L'un des problèmes que pose le fait de revendiquer un handicap physique ou mental en tant qu'identité est qu'il décourage toute possibilité de diminuer le handicap. Cela peut, par exemple, conduire les gens à remettre en question ou à refuser une technologie qui permet aux personnes sourdes d'entendre parce qu'ils ne peuvent plus s'identifier comme sourds par la suite. La causalité de l'idéologique vers le psychologique est également plutôt l'hypothèse défendue par Jonathan Haidt et Greg Lukianoff dans leur ouvrage de référence sur la question « The Coddling of the American Mind ». Ils identifient 3 grandes contre-vérités sans cesse répétées aux étudiants sous diverses formes. La première, tout ce qui ne te tue pas te rend plus faible. Donc c'est une variation sur la phrase de Nietzsche. La seconde, fais toujours confiance à tes sentiments. Et enfin, la vie est un combat entre des gentils et des méchants. Donc on retrouve sans surprise beaucoup d'éléments du logiciel woke. On a par exemple la croyance en un monde nocif, le règne du subjectivisme de l'émotion, ou encore le binaire dominant-dominé, gentil-méchant. Or, en étudiant la liste des nombreuses distorsions cognitives ou biais cognitifs que pratiquent les personnes souffrant de dépression, ces auteurs constatent que ces contre-vérités encouragent leur pratique. La deuxième contre-vérité, fais toujours confiance à tes sentiments, est un exemple direct de raisonnement émotif, qu'ils définissent comme le fait de laisser ses sentiments guider son interprétation de la réalité. La troisième, la vie est un combat entre des gentils et des méchants, ressemble furieusement à la pensée dichotomique, soit le fait de juger des personnes ou des événements en termes binaires, sans nuance possible. Haidt et Lukianoff défendent la Cognitive Behavioral Therapy, la CBT, pour traiter les dépressions, et notent que le wokisme favorise précisément l'inverse. Là où la CBT cherche à identifier et corriger ces distorsions cognitives, cette idéologie vise à les répandre. Plus généralement, on imagine difficilement comment un adhérent de la théorie critique de la race, qui postule que le racisme et donc le mal est absolument présent partout, pourrait vivre avec une conception aussi sombre du monde sans souffrir à terme d'un trouble quelconque. Wokisme et dépression partagent en commun le fait de noircir l'existence de ceux qui en souffrent. Ceci pourrait potentiellement expliquer les corrélations impressionnantes que l'on peut observer dans nombre de statistiques sur le sujet. À la question « Est-ce qu'un docteur ou autre prestataire de soins de santé vous a-t-il déjà dit que vous souffriez d'un trouble mental ?» La majorité, 56,3%, des progressistes américaines blanches, femmes, entre 18 et 29 ans, répondent oui. Plus largement, ces données du Pew Research Center de mars 2020 démontrent qu'être américain, progressiste, jeune et de sexe féminin sont autant de critères qui accentuent les chances de souffrir d'un trouble psychologique. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, cette génération ne s'aime pas beaucoup. Beaucoup d'Américains sont même prêts à payer 5 000 $ pour que l'on organise un dîner chez eux, afin de leur expliquer comment ils seraient racistes sans le savoir. Un vrai phénomène de société, je vous assure. Dans un monde fait de subversion et de renversement, se concevoir comme étant un dominant selon l'un ou plusieurs axes de domination, donc blanc ou homme, entre autres, il y en a beaucoup d'autres, est nécessairement un lourd fardeau à porter. L'injonction de D'Angelo, qui est une des autrices woke les plus connues, être moins blanc, résonne quotidiennement sous diverses formes dans leurs oreilles. Fort heureusement pour eux, une échappatoire existe. Rongés par la culpabilité de ce qu'ils sont, certains sautent sur un des rares canaux de sauvetage que le wokisme leur offre, devenir un dominé qui pourra échapper à la vindicte en y participant. D'Angelo fait remarquer que le discours sur le traumatisme peut fonctionner comme une sorte de mur de protection où le blanc se permet de penser la chose suivante. J'ai un traumatisme, je suis donc aussi une victime, et je ne peux donc pas être un agresseur. Elle regrette qu'on puisse penser comme ça. Bien que la possibilité de devenir noir leur reste formellement interdite, un paradoxe en autre, on va laisser de côté pour l'instant parce qu'il est compliqué, d'autres identités victimaires peuvent néanmoins se dénicher, c'est la bonne nouvelle. S'auto-diagnostiquer autiste est l'une des moins coûteuses, devancée seulement par le fait de se dire bisexuel afin d'afficher son ouverture d'esprit tout en se frayant une place au sein de l'acronyme. Je permets de noter par exemple que de 2008 à 2010, le pourcentage de bisexuels qui n'étaient sortis qu'avec des hommes depuis 5 ans était de seulement 13%, et de 2000, donc des vrais bisexuels si je puis dire, et de 2018 à 2021, ce chiffre a atteint 55%. C'est-à-dire qu'on a un vrai effet de mode chez les jeunes femmes de se dire bisexuelles, alors qu'en pratique ce n'est pas le cas, qui a augmenté. Et d'ailleurs, parmi les gens qui s'identifient comme LGBTQIA+, je vous fais la version courte, eh bien, il y a quasiment la moitié sont bisexuels. Donc ça indique qu'il y a quand même derrière ça un espèce de phénomène de mode. Enfin, passons. Où en étais-je ? Oui. De façon similaire, comme le note Claude Habib, qui a écrit un excellent ouvrage, La question trans, chez Gallimard, dans la course à la singularisation, la non-conformité sexuelle est un raccourci commode.
il est plus facile d'être non-binaire que de devenir quelqu'un. Si se déclarer non-binaire peut fonctionner, c'est qu'il se permet de se donner un genre, et ce dans tous les sens du terme. Se faire un nom passerait par se faire un pronom. Comme nous l'avons fait remarquer dans le premier chapitre, pardon, c'est une erreur, d'autres encore choisissent de devenir lesbiennes. Se déclarer asexuel permet simultanément d'être dans le bon camp et de ne plus être dragué. La stratégie d'effectuer un test ADN en espérant avoir un peu de sang non blanc peut aussi diluer sa blanchité, en mettant par exemple en avant les quelques gouttes amérindiennes qui coulent dans ses veines. On a vu des personnes de premier plan politique en Amérique faire cela. Nous avons là la preuve que ces jeunes ne s'aiment pas une nouvelle fois, ils font tout pour ne plus être eux-mêmes. Le tout sauf nous civilisationnel se mue en tout sauf moi au niveau individuel. Cela s'aperçoit particulièrement pour ce qui est de la question trans, plus délicate encore. Une personne qui souhaite changer de corps est, par définition, mal dans sa peau. Tragiquement, les transgenres se suicident presque 2 fois plus que les homosexuels, déjà surreprésentés dans ces statistiques, selon une étude de l'université de Lancaster. Or, ce taux ne diminue pas, ou peu, après transition. Comme le note encore Habib, je cite, « Ce peut être une bouée de sauvetage pour une catégorie de filles mal à l'aise, peu appréciées dans leur collège, et souffrant de symptômes divers, TOC, désordre alimentaire, dépression. Se déclarer trans, c'est se saisir du premier bouclier victimaire qui soit à la disposition d'une fille du XXIe siècle, en particulier d'une fille blanche que rien ne prémunit contre l'indifférence et les risées. Une fois la transition entamée, ou seulement alléguée, la paria de la veille se trouve propulsée au centre de l'attention. Elle bénéficie du soutien d'une communauté sur Internet. Sa nouvelle identité la protège. De la même façon, une mère américaine pense que, je cite, « l'identité lesbienne puis transgenre de ma fille est apparue en réponse à un sentiment de honte d'être blanche. » Pour le journaliste Léor Sapir, je cite, « rongés par la culpabilité, des enfants, presque tous des filles, se précipitent vers le sanctuaire de l'identité LGBTQ+. Une fois arrivés, ils sont catapultés au rang de héros. » Et on constate également une nette surreprésentation des personnes autistes dans les demandes de transition. Là où le message est « aimez-vous comme vous êtes » pour les personnes souffrant d'obésité morbide dans les fat studies, on entend ici au contraire « mutilez votre corps, ayez recours à plusieurs chirurgies, à des prises d'hormones massives, et prenez des médicaments tout le reste de votre vie pour pouvoir enfin vous aimer ». Contradictoires, ces injonctions sont néanmoins toutes les deux des incitations à dégrader sa santé physique, voire mentale. Nous avons donc ici une spirale négative qui s'auto-alimente et qui fonctionne en plusieurs étapes. La première est la mise en avant d'une idéologie qui voit des dominés accablés par des dominants. Ensuite, face à cet étouffant sentiment de culpabilité, certains dominants se transforment en minorité afin d'y échapper. L'identité victimaire étant sacralisée, beaucoup de ces jeunes qui ont choisi leur nouveau personnage s'enfoncent parfois, comme nous l'avons démontré, dans des troubles mentaux ou tombent en dépression. Ensuite, leur mal-être et leur ressentiment croissant est redirigé vers le système et les dominants, ce qui nous renvoie à la première étape, mais cette fois-ci avec plus de minorités qu'auparavant. La chair à canon déconstructrice aura joué son rôle, et tant pis pour elle. Sans surprise, la jeunesse et la genèse de cette génération santé mentale ne font qu'une. Dans l'ouvrage The Coddling of the American Mind, que j'avais cité tout à l'heure, l'éducation des jeunes des classes aisées de la high gen, donc née à partir de 1995 et qui a la particularité de grandir dans le monde des écrans et des réseaux sociaux, est passée au peigne fin. Haidt et Lukianoff notent que c'est au moment où le taux de criminalité des grandes villes états-uniennes s'effondrait que les parents se mirent à protéger davantage leurs enfants qu'auparavant. Le temps de jeu passé sans supervision de ces jeunes s'est donc réduit. Or, pour l'économiste Stephen Horwitz, je cite, « Les approches parentales et les lois qui font qu'il est plus difficile pour les enfants de jouer seuls constituent une menace sérieuse pour les sociétés libérales, car elles modifient notre disposition normale à trouver une solution à un conflit par soi-même en une disposition à faire appel à la force et ou à des tiers dès qu'un conflit intervient. Cela n'est pas la seule conséquence de ce changement d'approche. Cette génération est également plus fragile que les précédentes. Pour la psychologue Jean Twenge, les membres de cette high gen sont obsédés par la sécurité, ce qui comprend pour eux la notion de sécurité émotionnelle. Selon elle, les jeunes de 18 ans se comportent désormais comme les jeunes de 15 ans, et les jeunes de 13 ans comme les jeunes de 10 ans. Ce qui fait que Samuel a 22 ans et moi j'en ai 21, si on poursuit cette logique. L'école participe aussi à ce changement de paradigme. Au Royaume-Uni, on a des techniques qui étaient autrefois associées à la thérapie, comme l'affirmation positive des sentiments d'une personne, ou la promotion de la méditation ou d'exercices de respiration,
Et elles sont aujourd'hui couramment pratiquées dans les écoles, où les enfants reçoivent le message que le fait de se sentir stressé ou anxieux de temps à autre est un état qui nécessite une aide spéciale. Que ce soit dans les universités ou les écoles en Grande-Bretagne, une nouvelle fois je peux en témoigner directement, il suffit parfois de se dire anxieux ou dyslexique pour obtenir un tiers-temps dans les examens. Lukianoff et Haidt notent que le début de la banalisation des comportements woke sur les campus, en 2013, coïncide avec l'année où la High-Gen, donc encore une fois 95 et plus, arrive dans les universités. Si vous calculez, c'est lorsqu'ils ont 18 ans. Les universités récupèrent ces générations surprotégées et se retrouvent fort logiquement dans une position délicate. Cependant, pour ces auteurs, leur façon de gérer cette crise, en cédant aux demandes, ne fait qu'empirer les choses. Aux États-Unis, elles créent des free speech zones, parfois minuscules, décrétant d'un même geste que le reste du campus ne sera plus un espace de liberté d'expression. Elles mettent en place des traumavertissements, une traduction québécoise assez habile du terme trigger warning, on leur doit bien ça, censés prévenir les élèves avant d'évoquer des choses susceptibles de générer chez eux de l'anxiété, voire une crise de stress post-traumatique. Ces notions étant particulièrement floues, des traumavertissements ont fini par être placés avant les métamorphoses d'Ovide, ou même Gatsby le Magnifique. Pourtant, une étude publiée en 2018 indique que ces derniers pourraient être contre-productifs dans certains cas. Je cite, « Ils peuvent, par inadvertance, saper certains aspects de la résilience émotionnelle et augmenter l'anxiété vis-à-vis des textes perçus comme dangereux. » Une nouvelle fois, ces mécanismes de surprotection génèrent un plus grand besoin de surprotection, créant un cercle vicieux. Conclusion logique de cette radicalisation, les désaccords, en étant souvent qualifiés de micro-agressions, se transforment eux aussi en une atteinte à la sécurité individuelle. Soucieux de retrouver leur cocon, des étudiants demandent et obtiennent des safe spaces, c'est-à-dire des espaces saufs, protégés, témoignant là encore de leur obsession sécuritaire. À titre d'exemple, l'un d'entre eux aux États-Unis contenait des biscuits, des livres de coloriage, des bulles, de la pâte à modeler, de la musique apaisante, des oreillers, des couvertures et une vidéo de chiots gambadant, ainsi que des étudiants et des membres du personnel formés à la gestion des traumatismes. Voilà un safe space. Ce concept de traumatisme mérite également qu'on s'y attarde. Il a connu à travers les décennies ce que Nick Haslam appelle un glissement conceptuel, concept creep. Initialement très strict, réduit et rigoureux avant les années 80, son sens a progressivement glissé pour recouvrir des notions subjectives tout en gardant la même connotation. De la même façon, si les références à des étudiants vulnérables au sein des journaux anglophones étaient de moins de 200 pendant les années 90, elles étaient de 1000 entre 2005 et 2010, et de 2015 à 2016, elles dépassèrent les 1400, démontrant là, encore une fois, la dynamique exponentielle de cette fragilité. Nous avons là une énième preuve de ce changement de paradigme dans cette génération, paradigme que Haidt et Lukianoff nomment safetyism et que l'on pourrait traduire par protectionnisme ou sécuritarisme. Ils en donnent la définition suivante: une culture où la sécurité devient une valeur sacrée, ce qui signifie que l'on devient réticent aux compromis requis par d'autres préoccupations pratiques et morales. Les universités n'ont pas le courage de protéger leurs étudiants de cette surprotection. La réaction de cette génération à la crise du Covid fournit d'ailleurs une triste confirmation de ce diagnostic. De nombreuses universités d'élite, dont celles de Yale, Harvard, Brown, Carnegie Mellon ou encore Johns Hopkins, ont créé des plateformes de dénonciation anonymes pour signaler les manquements aux règles sanitaires. Des non-vaccinés se sont vus interdits de campus. Nombre d'étudiants des deux côtés de l'Atlantique se sont comportés comme s'ils étaient des octogénaires asthmatiques souffrant d'obésité morbide, et ce même lorsque des variants moins létaux dominaient et que l'intégralité du campus avait plusieurs doses de vaccin. Pour l'étudiant woke comme pour l'étudiant terrifié par le Covid, le monde est manifestement dangereux, hostile, mauvais et menaçant. Hygiénisme et protectionnisme s'embrassent. On avait écrit avec Samuel un article sur cette question, donc pour ceux qui veulent voir, vous mettez nos noms et le Figaro et vous tomberez sur un article qu'on avait écrit sur ça qui prolonge cette comparaison entre leur conception du Covid et leur conception du monde. Et là, on va passer à la culture de la victimisation ou l'institutionnalisation de la délation. Donc cette surveillance omniprésente de ces enfants dont on a parlé, qui réduit à peau de chagrin leur temps de jeu sans supervision, a des conséquences profondes sur leur comportement par la suite. Pour Haidt et Lukianoff, la présence permanente d'une figure d'autorité, donc parents, nourrices, professeurs, coachs, lors de leurs interactions avec leurs semblables, anesthésie leur capacité à gérer leurs problèmes seuls. Dans cette configuration, la faculté de régler un différend uniquement avec son vis-à-vis du même âge ne peut se développer. Les parents hélicoptères qui survolent leur progéniture à chaque instant, prêts à intervenir, donnent naturellement naissance aux bureaucraties hélicoptères qui prennent le relais au niveau universitaire.
On ne peut comprendre la croissance de la bureaucratie dans les universités, le administrative bloat ou ballonnement bureaucratique, sans saisir la dépendance à l'autorité dont souffre cette génération. L'un des meilleurs ouvrages pour comprendre ce lien est The Rise of Victimhood Culture, publié par Jason Manning et Bradley Campbell. Pour ces deux sociologues, une culture de la victimisation remplacerait actuellement en Occident une culture de la dignité. Contrairement à cette dernière, qui encourage le fait de ne pas se sentir blessé facilement, cette nouvelle culture morale incite à s'offenser. Il la définit de la façon suivante. Les individus et les groupes font preuve d'une grande sensibilité aux affronts, ont tendance à gérer les conflits par des plaintes auprès des autorités et d'autres tiers, et cherchent à cultiver une image de victime qui mérite d'être aidée. Ces auteurs constatent que les différends, plus nombreux qu'auparavant, ne sont plus réglés de la même façon. Là où la culture de la dignité, ou même de l'honneur avant ça, aurait poussé à les régler entre quatre yeux, à la plus petite échelle possible, ces jeunes passent désormais systématiquement par une tierce personne, souvent figure d'autorité, ce qui serait une conséquence directe de l'effondrement du temps de jeu sans supervision dans leur enfance. Sur un campus, cette source d'autorité est représentée par la bureaucratie, qui multiplie les possibilités administratives de délation. Plus de 200 universités américaines possèdent désormais des Bias Response Teams prêtes à intervenir, et ces équipes permettent souvent à n'importe qui de balancer sur les autres. Cette institutionnalisation de la délation s'observe même dans les campus français et explique à mon sens en partie la portée du slogan « Balance ton porc » au sein de cette génération. La cancel culture est après tout une demande d'intervention par une tierce personne, l'employeur de celui que l'on cherche à annuler, et il faut sans doute interpréter la création d'un fichier de personnes simplement accusées d'agression sexuelle par le gouvernement d'Emmanuel Macron comme une énième concession à cette dynamique qui ne connaît pas la notion de présomption d'innocence. La possibilité terrifiante qu'une génération entière puisse entrer dans l'espace public sans jamais ne l'avoir accepté, s'ouvre. Tous les coups sont permis pour générer une intervention bureaucratique en sa faveur. Et une logique publicitaire s'intègre à leurs moindres faits et gestes, ayant été biberonnés aux publicités dès leur plus tendre enfance. Cela nous permet de poser un nouveau regard sur certains de leurs concepts et de leurs revendications en révélant leur part stratégique. Si un tort subi par une victime est perçu comme étant particulièrement fort, d'où le terme micro-agression qui donne le sentiment d'un geste violent, la probabilité d'une intervention extérieure augmente. Même effet si le préjudice se répète sur une classe de personnes, telle qu'une minorité. Et si l'agression présumée est réputée émaner d'une logique systémique, alors l'intervention d'une tierce personne sera jugée obligatoire. L'autre façon de pousser une intervention bureaucratique est de formuler sa demande en termes de protection. Comme le soulignent Campbell et Manning, je cite, « Lorsqu'un groupe d'étudiants de Yale a exigé que les poètes blancs soient retirés du programme, ils n'ont pas formulé leur demande sous la forme d'une préférence. Nous préférons lire des poètes non blancs. Ni même sous la forme d'une question de vertu. La diversité ethnique est une bonne chose. Mais plutôt en insistant sur le fait que les étudiants allaient en souffrir. De plus, lorsque l'on souhaite faire annuler la venue d'un conférencier, la méthode la plus efficace consiste à soutenir que son discours est une mise en danger des étudiants. Malgré le glissement conceptuel important qu'ils ont connu, ces termes maintiennent encore une partie de leur légitimité initiale, ainsi que leur apparence de neutralité, cruciale, devenant de fait des armes lexicales redoutables. Une nouvelle fois, philosophie et stratégie se confondent au sein de cette pensée conséquentialiste. Les nouvelles instances bureaucratiques, soucieuses de justifier leurs coûts exorbitants, sautent sur ces prétextes apparemment neutres pour intervenir, afin de protéger leurs étudiants. La génération santé mentale et ses bureaucrates ont tout intérêt à maintenir cette alliance mutuellement bénéfique. La première récupère le sentiment d'avoir eu raison, ainsi que des concessions parfois significatives, comme le fait de limoger un professeur, comme on l'a vu avec Leonardo Orlando à Sciences Po, tandis que les seconds affichent leur utilité tout en étendant régulièrement leurs prérogatives. De surcroît, en poursuivant la surprotection de cette génération, ces instances nourrissent précisément cette fragilité qui engendrera à son tour des nouvelles demandes d'intervention. Sans surprise, Manning et Campbell identifient donc la présence d'une bureaucratie forte comme l'une des préconditions sociologiques de l'émergence de la culture de la victimisation. Cependant, d'autres existent. Ces structures sont également le fruit d'une atomisation sociale. On recourt à ces nouvelles normes juridiques pour compenser l'affaiblissement des liens familiaux, communautaires ou religieux. Les interventions bureaucratiques et les foules, digitales ou réelles, ne deviennent nécessaires que si l'on n'est pas assuré d'avoir assez de partisans déjà acquis à sa cause. Ces auteurs le résument ainsi. Les campagnes de soutien n'apparaissent pas là où la structure de la partisanerie favorise des alliés forts ou des ennemis forts, mais quelque part entre les deux, là où les tiers partis ne peuvent offrir qu'un soutien faible ou potentiel. À cela s'ajoute une dimension sociale, car, je cite,
L'étudiant moyen inscrit dans une université où les étudiants ont tenté de restreindre la liberté d'expression est issu d'une famille dont le revenu annuel est supérieur de 32 000 $ à celui de l'étudiant moyen en Amérique. Deux dernières préconditions. La première est la présence d'une diversité visible, car il faut que les rôles de bourreau et de victime puissent être clairement identifiables. La seconde est un haut niveau d'égalité, nous rappelons une fois de plus le paradoxe tocquevillien. Pour Manning et Campbell, je cite, « une moralité qui condamne l'inégalité a plus de chances d'apparaître précisément dans des contextes où le degré d'égalité est déjà relativement élevé. » De ces préconditions claires, deux enseignements peuvent être tirés. Premièrement, les meilleures universités occidentales remplissent parfaitement tous ces critères. Une bureaucratie de plus en plus présente y règne. Le corps étudiant change chaque année et vit souvent loin de sa famille, garantissant de fait une forte atomisation sociale. Les classes sociales aisées y sont largement surreprésentées. La diversité visible n'a cessé de s'y accentuer. Et l'égalitarisme y est toujours aussi étouffant. Dans la mesure où le wokisme est toujours plus fort sur les campus qu'en dehors, on peut légitimement considérer la thèse de ces auteurs renforcée par cette réalité empirique. Deuxièmement, dans la mesure où ces préconditions sociologiques, certaines accentuées par la gestion du Covid, seront a priori de plus en plus présentes dans les sociétés occidentales, comme on l'expliquait tout à l'heure, on voit difficilement comment la culture de la victimisation pourrait perdre en vigueur dans les prochaines années, surtout si l'on ajoute à cela la tendance lourde qui est la multiplication des troubles mentaux. La posture rassuriste paraît une nouvelle fois difficilement tenable. Je pense que j'aurai juste le temps pour une dernière sous-partie. À peu près. Alors, sur la question du narcissisme, la volonté d'attirer l'attention sur soi de la culture de la victimisation, encouragée par la prédominance des réseaux sociaux, n'est pas qu'une stratégie publicitaire. Elle découle également du narcissisme de notre époque. Dans son ouvrage de référence « La culture du narcissisme », l'historien Christopher Lasch conçoit cette pathologie non pas comme une indépendance arrogante, mais au contraire comme une forme de dépendance affective sur des stimuli externes. Le narcissisme serait selon lui plus proche de la haine de soi que de l'admiration de soi. C'est pour ça que je vous dis que cette génération ne s'aime pas beaucoup. Je cite, « Malgré ses illusions passagères d'omnipotence, le narcissique dépend des autres pour valider son estime de soi. Il ne peut vivre sans un public admiratif. Si Narcisse s'aimait vraiment, il n'aurait pas à ce point besoin d'être rassuré par les autres. Quand il se plonge dans son reflet, c'est pour y traquer le moindre défaut. Il s'avère donc à la fois intégralement autocentré et profondément anxieux. Parmi ses nombreuses caractéristiques, Lasch cite également l'incapacité à se situer dans une continuité historique, une peur irrationnelle de vieillir et de mourir, le fait d'adopter une posture de détachement cynique, d'user d'un humour nerveux et autodévalorisant, ou encore d'aimer la séduction calculatrice. Difficile pour l'homme du XXIe siècle de ne pas se reconnaître, ne serait-ce que partiellement, dans ce portrait peu reluisant. Encore une fois, je parle pour moi et ma génération. Mais une société peut-elle réellement générer cette pathologie ex nihilo? À cette question complexe, la réponse de Lasch s'avère nuancée. Selon lui, le narcissisme est une réponse psychologique à l'état de dépendance accrue dans lequel vit l'homme moderne, quotidiennement contraint de s'en remettre à l'État, au marché et à des bureaucraties en tout genre. Pour Lasch, je cite, « La société capitaliste moderne ne se contente pas d'élever les narcissiques au rang de vedette, elle suscite et renforce les traits narcissiques présents chez tout le monde. Elle le fait de nombreuses façons, en affichant le narcissisme de manière si évidente et sous des formes si attrayantes, en sapant l'autorité parentale et en rendant ainsi difficile la croissance des enfants, mais surtout en créant tant de variétés de dépendances bureaucratiques. Toutes ces analyses ne sont devenues que plus pertinentes avec le temps. Le système de like des réseaux sociaux apparaît comme l'apothéose du narcissisme dans sa capacité à enfermer le sujet sur lui-même tout en demandant au monde extérieur de renforcer son estime de soi chancelante. Si l'on accepte, comme Lasch, que la popularité du ton confessionnel adopté dans la littérature états-unienne en 1979 était un bon indicateur du fait que le narcissisme traversait toutes les cultures américaines, alors il faut souligner également que ce style d'écriture domine encore davantage les bibliothèques occidentales du XXIe siècle. De plus, 3 fois plus de millennials que de boomers souffrent du trouble de la personnalité narcissique aux États-Unis. La high gen, donc encore une fois 95 et plus, sans surprise, paraît particulièrement touchée par cette tendance lourde, et cela a d'ores et déjà des conséquences sur les cours qu'elle choisit. La multiplication des studies identitaires dans le monde universitaire lui offre la possibilité de se concentrer sur soi au moment où elle devait s'intéresser au monde extérieur. Le mode autobiographique, utilisé par une majorité des écrits woke que j'ai pu lire, ainsi que la sacralisation du ressenti des dominés, témoignent également de la puissance de cette lame de fond. Lasch rappelait déjà que le discours autour de la pertinence, relevance en anglais des cours, qui promeut aux élèves que le contenu leur ressemblera, je cite, incarnait un antagonisme sous-jacent à l'éducation elle-même,
une incapacité à s'intéresser à tout ce qui dépasse l'expérience immédiate. Dorénavant, lorsqu'une guerre qui bouleverse l'équilibre mondial des puissances éclate, des médias jeunes prodiguent des conseils pour gérer sa détresse psychologique, en déplorant notamment que, je cite, mais je ne dirai pas qui, le président russe nous plonge dans un sentiment d'angoisse en nous mettant dans l'incapacité à nous représenter ce qu'il veut. Ainsi, même le traitement des plus grands événements géopolitiques du siècle doit parler du moi. Narcisse doit s'identifier au sujet de l'article, s'y reconnaître, s'y contempler. Comme le note Lâche, il voit le monde comme un miroir de lui-même et ne s'intéresse aux événements extérieurs que dans la mesure où il lui renvoie un reflet de sa propre image. Jadis, on ouvrait son journal pour savoir comment se portait le monde. Désormais, on y prend des nouvelles de soi-même. Cette approche s'observe également dans le rapport binaire entretenu avec les classiques. Shakespeare est soit perçu comme un pionnier de la cause transgenre au début du XVIIe siècle, véridique, soit comme un auteur à décoloniser car ses œuvres seraient, je cite, pleines d'idées problématiques et dépassées, avec beaucoup de misogynie, de racisme, d'homophobie, de classisme, d'antisémitisme et de misogynie noire. Je ne définirai pas ce dernier terme, on ne va pas faire tout le lexique. Idem, la seule façon de ne pas condamner Jeanne d'Arc une seconde fois au bûcher symbolique serait d'en faire un ou une non-binaire qui utilise des pronoms neutres. Une nouvelle fois véridique. Pour le coup, là, c'est le Globe Theatre au Royaume-Uni, donc c'est-à-dire que, littéralement là où Shakespeare faisait ses pièces, qui a proposé ça. Et pas ça. Lorsque Narcisse observe les plus grandes figures occidentales, il n'y a que deux résultats possibles. Soit il attribue à la personne la défense spectaculairement anachronique de ses propres causes, auquel cas il peut l'aduler car cela revient à s'aduler soi-même, soit il note qu'elle possède un autre point de vue, auquel cas il voudra promptement la répudier. Ces options interdisent toute troisième voie, comme celle d'admettre que les classiques ne pensent pas toujours comme nous, mais peuvent néanmoins nous apprendre bien des choses. Le monde doit prolonger le moi, ou disparaître de son champ de vision, être absorbé ou annulé. On peut supputer que l'effondrement du niveau de culture générale en Occident génère plus de possibilités d'indignation narcissique qu'auparavant. Dans la mesure où Narcisse condamne tout ce qu'il ne comprend pas, fabriquer des esprits vides pourrait multiplier les homo indignatus. Le pays le plus woke, les États-Unis, cible déjà de la culture du narcissisme en 1979, s'avère également celui qui, notoirement, s'intéresse si peu à la culture des autres, et va même jusqu'à qualifier le championnat nord-américain de baseball de World Series. Cependant, il se pourrait également que l'ignorance écrasante de cette génération provienne en réalité de cette mentalité narcissique. Le journaliste britannique Douglas Murray raconte son étonnement lorsqu'à la fin d'une conférence donnée sur Kant, un étudiant vient nous voir pour lui demander s'il savait que ce philosophe avait, selon lui, ce qui encore une fois est anachronique, usé du mot « nigger ». Et, je cite, il dit « Soudain, j'ai compris. Bien sûr, si Kant a utilisé le mot en haine, alors vous n'avez pas besoin de le lire. Il n'est plus nécessaire de passer 2 semaines à lire la critique de la raison pure ou la métaphysique des mœurs. Au lieu de cela, vous pouvez sauter cette étape, étiqueter Kant comme raciste et passer rapidement à autre chose. Il faut faire des efforts pour connaître Kant, mais on peut savoir qu'il était raciste gratuitement. Et je terminerai là-dessus. Ce faisant, Narcisse maquille son inculture paresseuse en supériorité morale. Merci beaucoup.